quel plaisir de vous revoir depuis tout ce temps. Voilà, rentrée littéraire. On est reparti, en effet. C'est la rentrée littéraire des 20 ans de la maison, donc c'est pas tout à fait banal. C'est une rentrée emblématique de ce catalogue. Une découverte, un premier roman, sa préférée, Sarah Jolien-Fardel. Un roman français, en tout cas francophone, d'un auteur confirmé de Ketevan Davrichevi, Nous nous aimions, un texte de littérature étrangère, irlandais, ça ne vous étonnera qu'à moitié dans mon catalogue, recommandé par Claire Keegan et Edna O'Brien, qui sont les mémoires du comédien Gabriel Byrne. Je commence par le premier roman, qui a été pour moi un vrai choc, une vraie découverte, une vraie manière de réactiver le bonheur que j'ai à faire ce travail, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être éditeur? C'est découvrir. C'est certes accompagner des auteurs, mais c'est aussi découvrir. Et quand on reçoit des textes pareils, on se dit que ça vaut la peine. Alors, je partage l'émotion que j'ai eue en vous lisant juste la première page. Tout à coup, il a un fusil dans les mains. La minute d'avant, je le jure, on mangeait des pommes de terre. Presque en silence. Ma sœur jacassait, comme souvent. Mon père disait « Elle ne peut pas la boucler, cette gamine ». Mais elle continuait ses babillages. Elle était naïve, joyeuse, un peu sotte, drôle et gentille. Elle apprenait tout avec lenteur à l'école. Elle ne sentait pas lorsque le souffle de mon père changeait, quand son regard annonçait qu'on allait prendre une bonne volée. Elle parlait sans fin. Moi, je vivais sur mes gardes. Je n'étais jamais tranquille, j'avais la trouille collée au corps en permanence. Je voyais la faiblesse de ma mère, la stupidité et la cruauté de mon père. Je voyais l'innocence de ma sœur aînée. Je voyais tout. Et je savais que je n'étais pas de la même trempe qu'eux. Ma faiblesse à moi, c'était l'orgueil. Un orgueil qui m'a tenue vaillante et debout. Il m'a perdue aussi. J'étais une enfant. Je comprenais sans savoir. Ça, c'est le texte qui m'a absolument saisie par sa langue. Vous l'aurez compris, il est question de violence. Il est question de violence paternelle. Il est question d'un huis clos dans un tout petit village de montagne. On est dans le Valais, Sarah Jolien-Fardel et Valaisanne. Et il est question d'emprise et de soumission. Il y a toujours de l'espoir dans ce texte. Le premier espoir, c'est que quelqu'un va parler. Mais on est dans une petite communauté villageoise. On est dans les années 70, à peu près, 70. Personne ne dit rien. La narratrice, elle, arrive toujours à se tenir à distance de son père parce qu'elle considère que, parce qu'elle a cette distance-là, elle a cette intelligence, et ce premier paragraphe est tout à fait emblématique du roman. Tous les grands écrivains, en fait, on dit toujours que les grands écrivains mettent tous leurs textes dans leur premier paragraphe, et là, c'est tellement vrai. C'est-à-dire son sens de la résistance, son désir d'émancipation. Et son premier espoir, elle va le porter sur un médecin qui va venir la soigner parce qu'un jour, elle est un peu plus impertinente que d'habitude. Elle ne se tient pas assez sur ses gardes et elle prend une rouste monumentale de la part de ce père monstrueux. Mais le médecin, en qui elle a mis toutes ses espérances, ne dit rien. Et là, la révolte la gagne. Elle est rongée par la révolte, elle est rongée par la haine, elle est rongée par la colère. Là, elle va vouloir partir, à tout prix. C'est un roman d'émancipation. Elle va arriver par l'école, elle est intelligente, elle comprend les choses. Elle va arriver à entrer à l'école d'instituteur du village d'à côté, de la ville d'à côté, de Sion. Et il va y avoir 5 ans de répit. Mais, et ça va être un peu la structure du livre, il va y avoir toujours des répliques de cette violence. Elle va s'éloigner, elle va être ramenée. Elle va être ramenée par des événements incontournables. Un événement incontournable va être le suicide de sa sœur, le lendemain du jour où elle lui aura avoué qu'en fait, non content de la battre, son père la violait. Donc, il y a quelque chose dans ce texte qui n'est pas du tout misérabiliste. Vous l'avez senti dans l'écriture, quelque chose de très syncopé, de très sec. On n'est pas du tout dans le voyeurisme. Et là, elle s'en va à Lausanne et elle construit une vie. Elle est inadaptée sociale, mais malgré tout, elle arrive à quelque chose. Malgré tout, elle arrive à trouver un travail, elle va quitter l'enseignement parce que elle trouve un travail dans une agence de publicité. Elle va même arriver à avoir une vie amoureuse avec des femmes dans un premier temps parce que
la seule perspective de faire confiance à un homme est tout à fait impossible, mais aussi avec un homme. Mais sans cesse, il va y avoir à la fois le souvenir qui l'arrange, des flashs, une porte qui claque, une voix qui s'élève, le souvenir de la violence, et à la fois quelque chose qui est très beau dans ce texte, qui est l'attachement profond à la mère et l'attachement profond au pays natal. Et cet attachement au pays natal, et ça c'est un niveau de lecture du texte qui est très riche, qui est extrêmement dense et intéressant, et j'ai donné le bon à tirer. Le livre est là, donc vous l'aurez vu, vous l'avez vu. À la 5e lecture, j'ai encore trouvé un nouveau niveau de lecture. L'intelligence de cette femme est telle qu'elle parvient à dissocier le pays du père et le pays natal aussi, et qu'elle va vouloir sans cesse revenir dans la beauté et dans l'âpreté de ces montagnes. Il y a toujours une espérance, on a toujours, nous, lecteurs, l'espoir qu'elle arrive, elle, à se débarrasser de cette violence qui est en elle, parce qu'évidemment, elle porte aussi la culpabilité. Elle porte la culpabilité de n'avoir pu sortir sa sœur de là, elle porte la culpabilité de n'avoir pu sortir sa mère, mais elle porte aussi la culpabilité de ressembler au monstre. Et il y a quelque chose qui est de cette double postulation à la fois de la haine et de l'espérance d'arriver à s'en sortir, et de la tentative d'émancipation qui est formidable. La métaphore qui court tout au long du livre, ce qui est paradoxal pour une montagnarde, c'est celle de l'eau. Elle arrive à Genève et le seul plaisir qu'elle s'autorise vraiment au début, c'est de nager dans le lac. Et ce fait de nager dans le lac est une espèce de métaphore de la libération qui vraiment est aussi une des lignes conductrices de ce roman. Ce roman, je l'ai découvert, comme j'aime découvrir les romans, grâce à un autre écrivain. Sarah Jolien-Fardel est rédactrice en chef du magazine de libraire suisse Payot. Elle vient à Paris pour interviewer Robert. Elle passe 2 heures avec lui. Je les emmène déjeuner. Et au déjeuner, Robert Zetaler, vous voyez, ce grand Autrichien très taiseux et très intuitif, la regarde et lui dit « Toi, tu écris ». Elle est un peu gênée parce que c'est lui l'écrivain, etc. Mais voilà, il avait compris. Il avait compris qu'elle avait un rapport fort à la création. Ce texte, il suscite déjà des réactions assez incroyables. Je l'ai envoyé en PDF au réseau des droits, enfin les droits étrangers et les cessions de droits en France. Je l'ai vendu par une préempte, c'est-à-dire le livre de poche a fait une offre très intéressante pour pouvoir se le garder. Donc, j'ai vendu déjà au livre de poche et j'ai déjà vendu en Allemagne aux éditions Aufbau. Il se passe quelque chose. C'est-à-dire que ce texte ne laisse pas indifférent et pour l'heure suscite des enthousiasmes. Donc j'espère qu'il suscitera le vôtre. Vous dire que je n'apporte pas mes livres, vous savez comment ça fonctionne chez nous. Vous les recevez, vous les demandez, vous les recevez. Évidemment, on vous les envoie. Deuxième texte de la rentrée littéraire, Ketevan d'Avrichevi. Ketevan d'Avrichevi, vous la connaissez, je vois Ariane, je vois des défenseurs de la maison de longue date. Ketevan a commencé à publier chez moi en 2010 avec un livre très remarqué qui s'appelait La mer noire. Son dernier livre en date chez moi, c'était L'autre Joseph. Ketevan d'Avrichevi fait partie de ces auteurs francophones que j'aime à défendre, qui sont installés entre 2 pays, entre 2 imaginaires, entre 2 cultures. Elle porte la Géorgie dans son nom, hein, c'est très clair. Et elle écrit à nouveau un livre qui est totalement ancré dans ses origines et dans ce pays natal. Elle raconte l'histoire d'une famille française apparemment tout à fait ordinaire. On est dans les années 80, on écoute Jodassin, on retrouve un peu l'atmosphère des Séparés, pour ceux qui l'avaient lu. Mais la maison est aussi remplie de poignards géorgiens, de tapis géorgiens, de décorations géorgiennes. Les 2 parents sont géorgiens d'origine géorgienne. La première scène du livre, et la famille vit dans une concorde absolue, dans une sorte de fusion, un père, une mère et 2 filles qui s'entendent merveilleusement bien, qui parlent d'eux en disant « c'est ma sœur et ma meilleure amie ». La première scène du livre est assez saisissante, elle se passe à l'aéroport de Moscou. Tous les étés, Daredjan, la mère, tient, malgré l'instabilité politique, dans les années 80, on commence à aller vers les désirs d'indépendance de la Géorgie, vers le séparatisme de l'Abkhazie, vers la perestroïka.
Mais malgré tout, vers la reprise en main des Soviétiques aussi, ce jeu affreux qu'on a sans cesse, enfin qu'on vit en ce moment avec l'Ukraine, elles sont à l'aéroport de Moscou parce que Daredjan tient à ne pas couper les filles de ses racines, à ce qu'elles voient leurs grands-parents tous les étés et à ce qu'elles aient un lien avec le pays natal de leur mère. Et évidemment, à l'aéroport, c'est toujours l'enfer. On fouille leurs valises, on les humilie et on menace Daredjan de ne pas la laisser repartir en France, de ne pas rejoindre son mari, parce que, évidemment, là-bas, elle est encore soviétique. Elle a gardé le passeport soviétique. Première scène du livre, premier chapitre. Deuxième chapitre, on est bien longtemps plus tard. Ketevan va placer son livre entre deux pays, Géorgie, France, mais aussi entre deux époques. Deuxième chapitre du livre, on est 30 ans plus tard. Le père est mort. Et on se rend compte que la belle cohésion de la famille a totalement volé en éclats. Elles sont tristes, n'arrivent plus à se parler. Ces trois femmes vivent dans des couloirs parallèles de solitude. La jalousie s'est révélée. La mère, qui était lumineuse et solaire, ne parvient pas à surmonter le deuil de son mari qui est mort il y a 10 ans déjà, ne parvient plus à partager son amour entre ses deux filles, trouve que l'aînée, qui s'appelle Kesané, est beaucoup trop dure, a trop réussi dans la vie, alors que la cadette, elle, qui voulait être danseuse comme sa mère, s'est brisé le genou. Elle vit une vie beaucoup plus difficile. Et donc, il y a une sorte de favoritisme de la mère. On est là dans ces ruptures familiales que Ketevan décrit avec beaucoup de finesse, avec sa manière aussi de ne jamais faire de commentaires, mais de simplement révéler les choses par des petits faits, par des petits faits extrêmement délicats. Et la grande force de ce livre, évidemment, c'est de montrer que toute crise familiale, ou toute crise conjugale, ou toute crise politique trouve évidemment ses racines dans le passé. Et elle fait dans ce livre des allers-retours dans le passé lumineux, qui a été celui de ses vacances en Géorgie, celui de cette famille très unie, pour montrer déjà quelles étaient les premières failles, quelles étaient les premières dissonances. Et c'est vraiment un texte fascinant parce qu'il nous apprend aussi sur ce pays, la Géorgie, par cette histoire hyper romanesque de l'arrivée de Daredjan, danseuse dans le ballet de Géorgie à Paris, le coup de foudre immédiat qu'éprouve pour elle son mari Tamaz en la voyant danser sur scène, les ruses et l'énergie qu'il va déployer pour pouvoir aller la retrouver à Tbilissi, la difficulté évidemment au moment du rideau de fer pour elle, alors qu'ils se sont finalement mariés à Tbilissi, de revenir en France. Et tout ça, évidemment, dans tout cela aussi, il y a le ferment de la frustration de cette femme qui a abandonné toute carrière et toute famille. Et dans la cohésion des deux gamines, il y a aussi, évidemment, les débuts de la jalousie. Et il y a surtout le spectre de l'exil, le spectre de la guerre, les amis d'enfance, le premier petit ami de l'aîné qui a disparu au moment où l'Abkhazie a été séparée de la Géorgie et au moment, en 1993, où il s'est passé en Abkhazie ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc c'est un texte à la fois très intime, très finement psychologique et à la fois totalement ancré dans cette histoire de la relation Est-Ouest, avec évidemment des échos, avec une actualité qui sont assez stupéfiants. Voilà, le troisième, et non des moindres, livre m'a été recommandé par Claire Keegan, qui me dit « Je suis en train de lire le meilleur livre irlandais que j'ai lu depuis 2 ans. » Ah bon, dis-je, de quoi s'agit-il? Ce sont les mémoires de Gabrielle Byrne. Gabrielle Byrne, je pense que les moins de 40 ans ne savent peut-être pas qui c'est, Excalibur, Usual Suspects, etc. Le psy dans Thérapie, quand même. Grand comédien de théâtre, de cinéma, mais aussi grand écrivain. Très grand écrivain. Claire Keegan me le recommande. Voilà ce qu'en dit Edna O'Brien. La merveille de ses mémoires et leur vérité sans fioriture. Ils sont écrits par un homme dont l'histoire étonnante constitue l'essence de la littérature. Ce qui n'est pas rien. Edna n'est pas quelqu'un de complaisant, loin s'en faut. Gabrielle Byrne raconte l'histoire d'un petit Irlandais ordinaire. Sur le 4e de couverture de son livre en anglais, il est écrit « Ce sont les meilleures mémoires irlandaises parues depuis Frank McCourt, les Cendres d'Angela, Nuala O'Fallon, Edna O'Brien. » Quand j'ai négocié les droits auprès de l'agent, je lui ai dit « Écoutez, je ne vais pas faire un avance, je ne vais pas avoir les moyens de faire une avance hollywoodienne. En revanche, vous pouvez lui dire qu'il sera dans le bon biotope littéraire. J'en ai 2 sur 3. » Et quand on commence ces mémoires, on a le sentiment d'être dans les mémoires de Nuala ou d'Edna.
enfance ordinaire, gamin dans une famille un peu pauvre, déménagement à la cloche de bois, le père tonnelier chez Guinness, le gamin rêveur qui va s'imaginer des mondes dans les collines, les voisins excentriques qui lui donnent des envies d'ailleurs, son romantisme échevelé qui le fait céder à l'appel de la prêtrise, et aussi parce que le séminaire est près de Liverpool et qu'à cette époque, Liverpool était en première division au foot. Enfin, voilà. Donc, dès le début du livre, il y a à la fois un lyrisme d'un Irlandais ancré dans la nature, dans la famille, dans cette communauté, ce qu'on connaît en Irlande, ce qu'on aime en Irlande, et à la fois un humour fou, tout le temps. C'est-à-dire qu'il est tout le temps à distance de lui-même. Cette manière d'être à distance de lui-même va faire que, arriver après, évidemment, avoir été viré du séminaire, parce que ce n'était pas du tout pour lui, il est passionné de théâtre, il est passionné de cinéma, et il va, bien, malgré sa timidité naturelle, s'engager dans une troupe de théâtre amateur. Et là, il explose. Et là, John Borman le repère, il joue dans Excalibur en 81, il devient un acteur hyper célèbre en Irlande, puis aux États-Unis, il joue à Broadway, enfin, il est juste incroyable. Mais cet humour et cette distance avec lui-même, et aussi cet attachement et ce profond enracinement dans son identité irlandaise, fait que tout le livre va être marqué sous le sceau à la fois de la distance, qui parfois va être presque un sentiment d'illégitimité. C'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment, quand il raconte des histoires, des anecdotes de stars, parce que c'est une star, qu'il se dit « mais c'est qui ce mec ? C'est pas moi !» Et c'est assez sidérant. C'est-à-dire qu'il se tourne toujours plus ou moins en ridicule dans les grandes scènes. Alors, il boit un pot avec Richard Burton, mais il est complètement ébloui parce que c'est le plus grand acteur de tous les temps. Sauf qu'il prend bien soin de dire qu'en fait, Burton l'avait pris sous son aile parce qu'il avait eu un accident idiot de tournage et qu'il avait la lèvre totalement enflée. Bon, voilà, et c'est tout le temps comme ça. Il est à Broadway, il joue au théâtre. Il y a un type qui dort au premier rang, il a le sentiment qu'il dort. Ça l'énerve. À la fin, en sortant, il hurle « Réveillez-vous !» Et puis il apprend qu'en fait, le type est handicapé, ne peut pas lever la tête. Voilà, donc il y a tout le temps des histoires comme ça. Et ce sentiment d'illégitimité va un peu plus loin parce que ça confine à l'angoisse, à la culpabilité d'avoir abandonné sa terre natale. Et il ne cache rien non plus de ses addictions, notamment de l'alcool. Il est tombé, il a plongé, mais vraiment dans des dérives alcooliques qu'il raconte avec une grande pudeur, une grande sensibilité. Et c'est vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment un ancrage dans l'Irlande avec un pied dans Hollywood. Mais c'est un homme extrêmement sympathique, extrêmement simple, qui est resté, enfin, dans la correspondance que je peux avoir avec lui en ce moment, genre, quand est-ce que vous venez à Paris, est-ce que c'est possible, qui est resté, mais totalement, voilà, enfin, comme tous ces Irlandais qu'on aime et qu'on connaît. Donc, vraiment, c'est traduit en plus merveilleusement par Diane Moore, auteur du catalogue, j'y tenais pour les 20 ans de la maison. Donc, vraiment, c'est un grand bonheur de lecture. Je vous le recommande. Merci. Merci.